Oh. Bon, la famille, je suis de retour. Je suis de retour. Voilà, c'est bon. Je suis de retour et comme je disais tout à l'heure, à quoi assistons-nous actuellement? Je voudrais donc en fait commenter un peu l'actualité du moment. Je voudrais commenter un peu l'actualité du moment parce que... Non, j'attends que les gens soient connectés, parce que je vois que la personne... Désolé, la batterie, la mémoire est pleine, donc ça me fait un peu bugger. Oui, je disais que je voulais commenter un peu l'actualité du moment parce que chaque semaine qui passe, on prend les Gabonais pour ceux qui ne le sont pas. Aujourd'hui, les dirigeants du pays ont quand même eu le courage de venir devant vous dire qu'en fait, en réalité, ils ne dirigent pas le pays, qu'ils ne dirigent pas le... Je vais ralentir parce que ça doit faire un peu de bruit. Qu'en réalité, actuellement, ce ne sont pas eux qui dirigent le pays et qu'ils s'étonnent de savoir qu'est-ce qui se passe. Ils s'étonnent de savoir qu'est-ce qui se passe concernant la SEG et autres. Mais je voudrais un peu savoir. Nous, Gabonais, avons tous vu l'ensemble des cadres et directeurs généraux de la SEG convoqués devant les médias. Et nous avons vu un chef de la transition qui s'adressait à eux et d'ailleurs qui s'adressait à leur directeur général de façon assez familière. Hein, le ton n'était pas protocolaire, le ton n'était pas au tutoiement, mais au vouvoiement, mais le ton était bien au tutoiement. Et c'est une position qui a été assumée par le président de la transition pour montrer aux Gabonais qu'il maîtrisait le dossier, qu'il connaissait bien l'ensemble des dirigeants, et mieux, il a dit devant tous les Gabonais qu'il avait donné depuis des instructions fermes. Mieux, devant tous les Gabonais, il a même dévoilé les salaires à plus de 5 millions de francs CFA dont bénéficiaient beaucoup des cadres de cette entreprise. En disant même également que même les généraux les plus hauts gradés de l'armée gabonaise ne dépassent pas, n'ont pas un salaire qui dépasse les 4 millions et autres. Je me suis saisi de ça aussi, pour la petite histoire. Ça serait quand même intéressant aussi de savoir comment, si des généraux les plus gradés de l'armée gabonaise n'ont pas des salaires de plus de 3 millions, comment ça se fait que certains, avant même d'être généraux, aient pu avoir le milliard ou acheter des maisons cash. Bref, ça fera l'objet aussi d'une autre étude, d'une autre publication. Mais qu'à cela ne tienne, on nous a montré, on nous a servi cette personne comme étant quelqu'un qui maîtrisait ce dossier, qui maîtrisait toutes les SEG. Mieux, je me rappelle que pour avoir réclamé leurs droits, leurs acquis, les employés du bas de la SEG, pour avoir réclamé leurs acquis, notamment leur 13e mois qui avait été supprimé, ils avaient tous été arrêtés, emprisonnés, rasés, donc violés, leurs droits ont été violés totalement. Et ça n'avait ému personne, aucun de nos membres de la société civile passés aujourd'hui au compte du CTRI et autres. Bref, encore une fois, vous savez qu'aujourd'hui, en période d'exception et de transition, pour certains, tout est permis. On peut violer les droits des compatriotes, tout est permis. Parce qu'on nous le rabâche tout le temps. Les sachants, les Einsteiniens nous répètent sans cesse que comme c'est l'exception qu'a décrété voilà, les membres du CTRI, ben,
ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Bref, là n'était pas le sujet. Donc, j'ai été assez surpris. Cette semaine, j'étais quand même assez... bousculé. Donc, j'ai pas fait de live dans la semaine. J'étais assez bousculé. Et, comme ça, dans mon fil d'actualité, j'ai vu le président de la transition qui se plaignait. Qui se plaignait du fait qu'il ne dirigeait pas, qui se plaignait du fait que, voilà, on boycotte son élection, son référendum, en appelant en disant que c'est le jour du référendum, que, voilà, la SEG va passer avec des avocats, voilà, vérifier les histoires de compteurs, etc., etc. Bon. Moi, vous savez, comme je dis, je prends les gens au mot. Hein. Vous avez vu vous-même, vous tous, vous avez lu, vous avez vu de vos yeux. Deux choses une, parce que moi, je n'ai pas fait Sciences Po. Mais Dieu m'a quand même doté d'une petite intelligence pour raisonner. Je voudrais savoir si le président de la transition nous dit se plaint de ne pas diriger. Après tout ce qu'il nous a montré, les têtes rasées des gens de la SEG, les salaires suspendus, les menaces auprès du directeur de la SEG, un de ses proches, hein, vous avez tous vu le tutoiement qui était de mise et autres. Si ce n'est pas lui qui dirige, pour moi je me dis il y a deux possibilités. Comme dit l'humoriste Aga Lawal, il y a deux cas. Ou véritablement, le général Oligui, président de la transition, en réalité, est un pantin. Il reçoit ses ordres de qui? Moi, je mettrais ça sur le dos du système Bongo PDG. Mais qui est le système Bongo PDG? Là encore, nous le savons. Ça fera l'objet peut-être d'un autre live. Ou aujourd'hui, le général Oligui nous a fait l'aveu devant toute la nation de ne rien diriger. Et en réalité, de recevoir ses ordres. Et voilà, de recevoir ses ordres, lui et son CTRI, dont justement il refuse jusqu'aujourd'hui de nous donner la composition exacte de son CTRI, dont il refuse aujourd'hui de nous donner la liste de ces fameux membres du CTRI, dont ils ont tellement peur qu'ils veulent inscrire leur impunité sous forme de loi d'amnistie dans la future constitution, à travers laquelle ils veulent faire le passage en force. Ou, en réalité, comme je dis, c'est pas lui qui dirige. Ou alors, comme dit Aga Lawal de Côte d'Ivoire, le deuxième cas, c'est que le général Oligui se moque de nous. Le président de la transition se moque de nous. Parce que si il vient nous donner, nous dire, voilà les décisions qu'il a prises, voilà. Et demain, il vient nous dire, oh, la SEG a décidé de faire ça, oh, il me boycotte. Mais finalement, qui dirige ce pays? Voilà pourquoi, depuis, nous ne cessons de vous demander, de nous dire. Beaucoup parlent de palais de coup d'État, en fait, de révolution de palais. Beaucoup disent, c'est le même système qui se régénère. Bon, la vérité est que, même dans ce même système qui se régénère, il y a beaucoup de tendances. Donc, il faut nous dire, si vous êtes otage, c'est maintenant qu'il faut le dire. Parce que ce n'est pas demain ou après-demain que vous allez nous ressortir comme à l'époque. Oh, Omar Bongo est bon, était bon, mais c'est son entourage. Vous nous avez sorti la même rengaine avec Ali Bongo. Oh, Ali Bongo est bon, c'est son entourage. Là, vous allez nous dire quoi? Que là, maintenant, c'est un militaire qui a dit que lui, c'est l'armée, lui, c'est la discipline, lui, c'est. Bon, là, qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? Voilà, hein, comme on dit, c'était une demandaison. Autre chose, nous avons... Toujours dans le commentaire de l'actualité, nous avons un jeune frère qui a été sauvagement torturé. Encore Baraka. Je me rappelle qu'il y a un mois, les mêmes militaires de Baraka, l'un d'entre eux est allé faire pipi sur la barrière d'honnêtes citoyens, là-bas à Taroba. Il allait faire pipi, les habitants de cette maison lui ont demandé de ne pas faire pipi. Sur le mur d'autrui, violation de domicile, sur le mur d'autrui. Il a dit, il s'en fout, il fait quand même pipi. S'en est suivi une querelle.
Qu'est-ce qu'il a trouvé mieux de faire? D'aller prendre ses amis militaires. Contingents, ils sont venus frapper les gens de la maison qui avait été violée, dont le gars avait violé la propriété. Frapper, amener une personne dans leur camp, frapper, je crois qu'il y a eu même un décès, etc. etc. Hein, ce sont eux les militaires, ce sont eux qui diguent. C'est passé sous silence. Tous les grands journaux de la République, là, qui savent faire des commentaires sur les activistes ou sur ceux qui s'opposent aux politiques, aux dérives du CTRI, tous ces journaux-là, curieusement, étaient muets. Tous nos grands journalistes d'investigation, muets sur cet événement. Voilà qu'un mois après, encore les mêmes militaires de Baraka ont pris un compatriote, soi-disant qu'il aurait violé le couvre-feu, ou il aurait été impoli, ou quoi. Allez, on prend, on torture, on frappe, on tue. Là encore, silence radio de Manfumbi, de M. Manfumbi du CTRI, silence radio du porte-parole du gouvernement, silence radio de toutes les chaînes de télévision, de tous les journaux qui, jadis, hier, lorsque la Young Team éternuait ou je ne sais trop quoi, allez, tout était scruté à la loupe. Là, c'est le silence radio. Circuler, il n'y a rien à voir. Là encore, il y a quelques jours, je ne sais plus à quelle direction de police, là, j'ai oublié, un jeune homme a été pris, pour vol, ou je ne sais trop quoi. Il a été pris, sauvagement molesté, tabassé, amené. Sa famille est venue, a vu son état, a dit aux policiers, non, l'enfant ne va pas bien, on veut l'emmener à l'hôpital. Les policiers ont refusé. Oh non, machin, il n'y a rien. À 3 h du matin, ils se sont rendus compte que le petit qui avait été arrêté par eux, sauvagement tabassé, est mort en cellule. À ce moment, ils appellent la famille pour dire, amenez votre enfant à l'hôpital. Quand la famille vient, elle constate que l'enfant est décédé. Elle fait faire quand même des analyses ou des radios, je ne sais pas, ou une autopsie. On se rend compte que l'enfant a le crâne fracassé. Il est mort d'un traumatisme crânien. Là encore, ça passe sous silence. La question véritablement, M. Oligui, que je voudrais vous demander, ce n'est pas personnel, mais c'est vous qui vous présentez comme le chef actuellement du Gabon. La discipline et l'honneur à la patrie que vous avez vendu aux Gabonais, est-ce un concept? Est-ce juste des belles paroles qu'on prononce comme un slogan politique? Parce que je constate qu'aujourd'hui, vos hommes sont devenus des roitelets, sont devenus des violeurs professionnels de la loi, sont devenus des gens qui peuvent tuer. Parce que comme ils le disent, aujourd'hui ce sont eux, c'est eux qui diguent. Dans le l'argot, dans le langage courant gabonais, ça veut dire tout simplement que ce sont eux qui, comme je l'ai dit, ce sont eux les maîtres du terrain, les maîtres politiques, voilà. Allons-nous continuer comme ça? Ou toutes les 2 semaines, en plus... Bonjour Monsieur Marcel. Allons-nous continuer comme ça? Ou, en plus du spectacle désolant que vous nous servez entre vos querelles internes, entre policiers, militaires et autres, allons-nous toutes les 2 ou 3 semaines être... bonjour Alexandre. Allons-nous toutes les 2 ou 3 semaines constater tout simplement les assassinats, parce que ce sont des assassinats. Si c'était des bavures, je pense que des procédures auraient été engagées, des responsabilités auraient été dégagées et à la limite des mea culpa auraient été faits publiquement pour rassurer la population, pour montrer qu'effectivement il y a des dérives, il y a des bavures, mais nous en tenons compte et nous nous en excusons, nous travaillerons pour que ça n'arrive pas. Mais comme ce n'est pas fait, nous nous mettons ça sur le dos d'un assassinat. Parce qu'un meurtre commis est caché, étouffé, ça s'appelle un assassinat. Donc allons-nous comme ça continuer à vivre des assassinats de la part des forces de défense et de sécurité? Allons-nous comme ça continuer à avoir des Gabonais, pour peu qu'ils soient en infraction? Je ne justifie pas, je ne dis pas que nos compatriotes ont raison ou ont le droit d'être en infraction. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons tous les jours, lorsque des compatriotes sont en infraction, c'est vous, les policiers, vous les gendarmes qui les filmez, qui les humiliez et qui mettez ça sur les réseaux sociaux. C'est ce que dit le code de procédure pénale qu'on vous enseigne à l'école militaire ou à l'école de police et autres. C'est vous qui êtes à l'origine,
qui filmaient vos victimes sous prétexte qu'ils auraient violé la loi. Et c'est vous qui les exposez sur les réseaux sociaux, qui les mettez à la vindicte populaire. Mais curieusement, lorsque c'est une personne qui a du mal à faire, du mal à avoir avec vous, et qui aurait l'audace de vous filmer, ah là, curieusement, on nous parle du respect de la vie privée, du respect du droit à l'image, on nous parle de la machine se met en branle. La machine de justice se met en branle. Ce petit adolescent qui a voulu faire le buzz parce que malheureusement aujourd'hui, une grande partie de la jeunesse ne comprend pas l'utilité véritable des réseaux sociaux. Ce jeune petit qui a, comme disent les Occidentaux, fait un bad buzz en prenant le t-shirt à l'effigie du général de la transition, le prend, commet un acte irréparable. Là encore pareil, vous violez ses droits, vous l'humiliez, vous, mineur qu'il est, hein, vous violez ses droits, vous l'humiliez et vous l'incarcérez à la prison parce que. Mais lui, qu'est-ce qu'a-t-il fait qui mérite véritablement la prison? Je me rappelle au dialogue, les magistrats nous parlaient du fait que la population carcérale dans tout le pays était excessivement élevée. Parce qu'on enfermait des gens qui en réalité n'avaient pas leur place en prison. Beaucoup de magistrats, nous avons fait des recommandations. Et l'une de ces recommandations, c'était quoi? Pour ce genre de petite délinquance, c'était de faire payer à ce genre de petits délinquants des travaux d'intérêt généraux. Et tout en les rééduquant à travers les maisons de correction pour mineurs et autres. Mais là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce que vous avez exactement fait avec ce jeune homme-là qui, il y a 6 et 7 mois, a tué cette jeune fille au carrefour de la démocratie. Vous vous rappelez? Ce jeune homme, dans son histoire, avait été incarcéré pour un délit mineur qui ne méritait même pas la prison. Il est parti, a été mis à la prison centrale en compagnie de violeurs, en compagnie de criminels endurcis. Il a été violé. Il est ressorti quelque temps après traumatisé. Il a perdu la tête. Et quelle a été la finalité? Voilà qu'il assassine une jeune compatriote. Ah, vous vous rappelez ce jeune homme qui disait non, ce sont des voix qui lui ont demandé de tuer, machin, au carrefour, au rond-point de la démocratie. Donc, plutôt que de trouver de véritables solutions, comme ça devrait se faire dans un pays civilisé, vous estimez que la brutalité doit répondre coûte que coûte à la brutalité, même quand elle ne s'impose pas. Et je reviens encore à dire, excusez-moi, j'ai quelques petits bugs, mettez des cœurs là, j'ai quelques petits bugs. Je reviens encore à dire que je trouve déplorable. Tous les grandes bouches, les voix autorisées ou autoproclamées que le Gabon ait connu, toutes ces voix aujourd'hui sont silencieuses. Toutes ces voix aujourd'hui, nous les entendons que lorsqu'il faille maintenant défendre la fameuse transition ou lorsqu'il faille défendre leur champion. La xénophobie qui est aujourd'hui le socle de vie, de mangement et autres de certains, vous n'en parlez pas. Vous faites glisser le pays dans des lois et des comportements dangereux. Parce que vous êtes allé, je dis bien et je pèse mes mots, vous êtes allé à un certain moment donné de l'histoire du Gabon chercher des étrangers, de pays amis, vous les avez utilisés pour pouvoir vous servir, pour pouvoir mieux détourner les biens, les deniers publics, et puis ces personnes elles-mêmes en ont profité. Aujourd'hui, vous voulez mettre votre incapacité et votre responsabilité quant à ces personnes, vous voulez traduire ça en, encore une fois, une arme politique pour vous débarrasser de ce qui vous dérange. Mais vous pensez que c'est parce que vous faites ce que vous faites là aujourd'hui que la situation s'améliore? Cette semaine, je suis revenu sur des publications que j'avais faites.
il y a, je ne sais plus, ça doit faire 3-4 mois, le général Ollivier est venu en France avec une très très forte délégation. Plus de 200 ou 300 personnes. Oh, ils sont venus pour un forum économique en France. C'est très bien. C'était une très bonne initiative. Les grands pays, les grandes nations le font parce qu'il faut aller chercher des marchés. Il faut aller booster l'économie. À ce niveau, je ne le critique pas. Après, peut-être ce que je peux critiquer, c'est quels sont les mécanismes, combien ça a coûté. Parce que vous savez, c'est comme un commerçant. Un commerçant ne va jamais entreprendre une action où il dépense plus que ce qui est censé être entré. Donc là encore, j'ai joué mon rôle de membre de la société civile en félicitant cette action, tout en se demandant quels ont été les mécanismes qui ont conduit à le faire. Parce qu'on nous a quand même parlé d'une délégation de plus de 200 ou 300 personnes. Bref, silence total des autorités, silence total des membres de la société civile qui étaient avec eux, silence total. Dans leur grande communication de ministre qualifié de génie de l'économie, M. Maïs Moussi, qui a été, il faut le dire, en France, l'une des voix quand même de la société civile à travers des critiques fondées et acerbes via les réseaux sociaux ou via les chaînes de télévision françaises. Le ministre de l'économie a fait plusieurs publications où il se mettait en première ligne en nous expliquant que voilà, le Gabon est en train de signer ou a signé des centaines de contrats avec des entreprises françaises. Gloire à Dieu, merci. C'est ce que nous voulions, c'est ce que nous voulions que le Gabon puisse renaître à travers, comment dire, à travers une économie boostée, une économie qui rapporte. Le ministre Maïs Moussi nous a expliqué que le Gabon a signé, je crois, plus de 800 contrats. C'est une bonne chose. Maintenant, moi, mon rôle de la société civile, contrairement à ce que vous avez inculqué à vos membres, à faire croire que la société civile, ce sont les insultes, c'est la critique pour critiquer, qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Moi, mon rôle est de savoir, dans les contrats dont vous parlez, quels sont ces contrats? Ces contrats sont-ils bénéfiques pour le Gabon? Pour que nous puissions apprécier de la qualité de vos actions. Parce que pendant 60 ans, nous avons été victimes de contrats léonins. Nous avons été victimes de contrats défavorables. Et quand bien même souvent ces contrats étaient défavorables, si la gestion de ce qui revenait au peuple était faite correctement, nous aurions quand même un minimum de vie. Donc jusqu'à présent, cette semaine, j'ai refait un post à nouveau en demandant au ministre Maïs Moussi, mais monsieur Maïs Moussi, voilà déjà plus de 2-3 mois, vous nous avez parlé de 800 contrats économiques qui ont été signés avec la France. Nous vous avons vu dans une grande photo solennelle, main dans la main, hein, avec le président de la transition et avec le patronat français. Mais jusqu'à présent, nous n'avons aucune trace de ces contrats. Je n'ai pas besoin de vous dire que bien qu'étant dans la transition, bien que violant normalement vos droits, parce que vous savez que dans une transition, on est limité. Vous tous, vous vous êtes comportés comme si vous aviez été élus, comme si vous étiez issus d'un gouvernement élu par une force politique. Bonjour à tous. Vous vous comportez et vous engagez le Gabon dans des signatures, dans des contrats. Vous ne savez pas de quoi est fait demain. Demain, il se peut que votre président de la transition, que vous voulez coûte que coûte passer, ne soit pas président de la transition. Allons-nous, comme ce fut le cas avec Webcor ou avec l'entreprise là récente, le scandale sur le fer de Belinga, allons-nous attendre qu'il y ait un changement de gouvernance pour découvrir qu'en fait, nous avons signé des contrats qui en réalité étaient des contrats défavorables pour le Gabon? Allons-nous attendre un changement peut-être hypothétique, je ne sais pas, mais allons-nous attendre un changement de direction
à la tête de l'État pour se rendre compte qu'en fait, peut-être des contrats, il y a encore des rétrocommissions et ce genre de choses. Je pense que la meilleure chose à faire, l'une des choses bonnes que vous puissiez faire, c'est de dire non, nous critiquons de façon aveugle, voilà ce que nous avons fait, voilà les contrats. C'est comme ça qu'on fait. Parce que lorsque vous volontairement entretenez un flou, mais c'est la porte à toutes les dérives, c'est la porte à toutes les questions, c'est la porte à toutes les spéculations. Voilà moi, mon problème avec vous. Parce que vous ne pouvez pas vous être vendu auprès des populations gabonaises, vous ne pouvez pas vous être fait un nom sur la base de la bonne gouvernance, sur la base de la bonne gestion de l'État, et une fois que vous êtes à la place de vos détracteurs passés, vous faites exactement comme eux. Voilà, Madame Christelle Indra, là, nous parle de SUCAF. C'est la même chose. Comment pouvons-nous concevoir qu'un pays producteur de sucre, une entreprise qui a bénéficié volontairement du monopole d'État, puisse avoir aujourd'hui faire en sorte que le sucre soit à des coûts mais extrêmement élevés? La politique de l'époque était que toutes les entreprises para-étatiques, donc c'est-à-dire des entreprises qui ont un capital majoritaire de l'État gabonais et des capitaux des actions étrangères, que ces entreprises aient le monopole d'État. C'était ça la politique de l'époque, parce qu'il ne fallait pas leur faire une concurrence pour que ces entreprises fassent leur chiffre d'affaires. SUCAF, AgroGabon, Octra, la SEG, tout ça, hein, c'était ça. Comment pouvons-nous expliquer que ces entreprises qui n'avaient pas de concurrents aient des produits qui coûtent excessivement cher et des produits qui coûtent même plus cher que ceux qui sont importés? Je pensais, moi, que ce que vous nous dites quand vous nous dites que vous avez fait en 14 ans ce qu'Ali Bongo n'a pas pu faire, vous avez fait en un an ce qu'Ali Bongo n'a pas pu faire en 14 ans, moi, contrairement à ceux qui sont dans l'émotion dont on parle tout le temps, moi, je prends vos propos et je les compare aux faits sur le terrain. Je les compare au changement de l'économie. C'est ce que je fais. Mais quand je regarde en profondeur la situation de la SEG, vous nous parlez de groupe électrogène que vous avez fait. C'est ça les réformes de la SEG, groupe électrogène? C'est un coup d'épée dans l'eau et vous le savez. SUCAF, c'est la même chose. Vous êtes quand même là depuis un an. Depuis un an, avec tous les cerveaux, tous les sachants qui sont autour de vous, SUCAF, vous auriez pu relever cette entreprise. Mais comment comprenez-vous que du sucre qui vient par exemple de Chine, même avec le dumping, même avec le financement des entreprises chinoises par l'État chinois, vous avez quand même le coût du transport et autres et autres. Comment des produits qui viennent à l'autre bout de la planète vont coûter moins cher que les produits qui sont fabriqués localement? Sans compter les réseaux mafieux qui sont là pour créer de l'inflation, pour créer de la spéculation. Donc moi, c'est sur ça que je me base. Quand aujourd'hui, vous encensez vos partisans en disant « Oh, finalement les activistes, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne faites que parler, vous critiquez, vous ne proposez rien. » Mais pourtant, nous proposons tous les jours. La première proposition que nous vous demandons, c'est d'abord de respecter les lois qui sont là, les lois qui sont mises en place, qui existent. Même sous Ali, même sous Omar Bongo, si les lois que nous avons étaient respectées, vous verrez que le Gabon ne serait pas là aujourd'hui. Donc déjà, commencez par respecter ces lois. Deuxièmement, commencez véritablement à entreprendre des réformes et puis on voit. Vous avez le Parlement, vous avez le Sénat, mais vous êtes incapable d'entreprendre les réformes qu'il faut, les lois qu'il faut. Du temps d'Ali Bongo, c'était exactement la même chose. Nous ne sommes pas dans un pays où il y avait une affrontation au niveau des institutions qui pouvait bloquer le budget, comme on peut le voir souvent aux États-Unis ou autres. Le Sénat, c'est pour vous. L'Assemblée nationale, c'est pour vous. Depuis 1960, ça a toujours été pour vous. C'est vous qui pouvez voter les budgets que vous voulez. L'opposition n'a jamais pu vous bloquer dans quoi que ce soit. Donc, expliquez-nous comment un pays qui a les mains libres économiquement
ce soit toujours vous qui avez du mal à entreprendre des réformes économiques et puis le peuple le voit, et puis derrière, c'est vous qui condamnez ceux qui vous critiquent. Ça n'a aucun sens. J'ai lu encore récemment que la masse salariale de la présidence de la République a explosé. Même, encore une fois, Ali, avec toute la nullité, excusez-moi du terme, en termes de gestion que nous lui connaissons, s'était dit, bon, là quand même la masse de la présidence de la République, il faut la réduire. Mais aujourd'hui, nous apprenons que la masse salariale, qu'il y a plus de 200 personnes qui se sont ajoutées à la masse salariale de la présidence de la République. Donc là encore, monsieur Oligui, comme je vous dis, moi, c'est pas l'émotion. C'est vrai, par moments, je peux être pris de colère, verser des larmes ou machin, mais c'est pas ça l'émotion. Pour moi, c'est pas ça l'émotion. L'émotion, c'est de voir, comme je vois certains, voir que vous allez droit vers un mur, mais vous vous dites, ah, comme ce sont nos sauveurs, on ferme les yeux. Voilà l'émotion. Encore que même là, le terme sauveur, je voulais prouver qu'il n'y a aucun sauveur aujourd'hui au Gabon. Le CTI n'a sauvé personne. Donc, pour revenir à mes propos, expliquez-nous la masse salariale de la présidente de la République. Dites-nous, et c'est là où j'ai posé la question à M. Maïs Moussi. Monsieur Maïs Moussi, vous avez pris le Gabon. Lorsque vous avez pris la tête, c'est vous, hein, le premier ministre de l'économie, des finances et autres du Gabon. Il n'y a pas deux, c'est vous le premier. Dans quel état vous avez pris le Gabon? Comme on vous l'a appris, la première chose qu'on fait, c'est un audit des finances de l'État. Quelle était la situation financière du Gabon au soir de votre prise de fonction? Et quelle est la situation financière aujourd'hui? Parce que dire aujourd'hui que, oh, voilà, oh, le pays est comme ça, c'est à cause des bongos. Oui, nous le savons tous. Mais c'est aussi dire tout et n'importe quoi. Parce que vous pouvez continuer ce langage pour les 7 années à venir, en disant que l'économie du pays était tellement bas que même 7 ans, c'est machin. Non. Vous vous adressez quand même à des gens qui, même si nous n'avons pas fait Sciences Po, mais nous avons un minimum de réflexion. Lorsque vous... je le vois, hein, vous avez vu tout à l'heure, j'étais en magasin. Souvent, je vois... Les gens des magasins là travaillent souvent par quart ou par week-end, je ne sais plus. Donc quand la caissière, c'est autour de l'autre, il y a deux possibilités. Soit la caissière ferme sa caisse et puis elle s'en va avec pour faire ses comptes et remettre au superviseur. Soit avant de remettre la caisse, on ferme d'abord la caisse, ce sont les autres caisses qui continuent de fonctionner et elle fait ses comptes à celle qui viendra. De telle sorte qu'elle va dire, ah, moi j'ai travaillé là de 8h à 13h ou de 8h à 16h. Voilà ce que j'ai dans ma caisse. Elle fait ses comptes et elle montre à l'autre. Quand l'autre a vu, elle signe. Ah oui, ok, tu as travaillé, donc dans la caisse, il y a tant. De telle sorte que derrière, s'il y a vol, l'autre dira, ah non, hein, c'est pas moi, regardez, j'ai montré patte blanche. C'est ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Vous qui dites que nous ne proposons pas, nous vous avons proposé pourtant ça. Avant toute chose, dans quelle situation vous avez trouvé le pays? Vous nous avez parlé d'un audit fait par un monsieur Duro ou je ne sais pas. Là encore en contradiction à votre politique. Vous avez dit que désormais, ceux qui sont demi-gabonais ou quart de gabonais et autres ne peuvent pas accéder à des postes de responsabilité ou de souveraineté. Mais je constate que depuis 1960, il n'y a aucun Gabonais, aucun, suffisamment intelligent, suffisamment valeureux, suffisamment intègre pour pouvoir conduire des audits. Vous avez ramené celui que Noureddine avait nommé, celui qu'Ali Sylvia avait nommé pour les audits. Mais quand je le regarde, je vois que c'est un Français. Bon, après vous pourrez nous dire, hein, peut-être qu'il a une carte d'identité gabonaise ou qu'il a une carte d'identité, un passeport gabonais. Mais quand moi je vois de mes yeux, je vois que c'est un étranger. De la même façon que les Français, quand ils me voient, ils savent que leurs ancêtres, là, il n'y a personne qui était noir. Donc ce gars-là, même s'il parle, même si quoi, c'est un étranger. Après, je pourrais présenter mes papiers et dire, oh, je suis français, etc. Mais dans leur tête, ils savent que je suis étranger. Donc c'est la même manière que tous les Gabonais voient votre monsieur Duro ou autre, que vous avez dit, oh, il faisait des machins. Mais on se rend compte qu'au final, le même monsieur qui est censé faire des audits ou des investigations, son nom est aussi
je parle au conditionnel, hein, pardon, il ne faut pas me porter plainte, je n'ai pas l'argent. Mais, comme on n'a pas d'informations données par vous, les mêmes fuites là, qui nous alimentent, tous nous disent que son nom aussi est cité dans des affaires un peu compliquées, ASG et autres et autres. Bon. Donc, expliquez-nous. Ce monsieur étranger qui est dans un truc de souveraineté, nous n'avons pas de résultat. Vous avez dit, oh, audit Delta Synergie. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de résultat. Et nous vous voyons parader en France, dans les pays voisins, avec tous les membres de Delta Synergie. Bon, mettez-vous à notre place. Nous qui ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Mais nous savons que tel, voilà, ce sont les gens, les machines de Delta Synergie. On vous voit vous parader avec eux. Et jusqu'à présent, plus de résultats. Mais c'est vous qui dites quand même que non, il nous faut plus d'un mandat pour réparer ce qui est fait. Mais vous ne voulez pas d'abord nous dire dans quelle situation se trouve le pays? Vous-même, vous ne voulez pas montrer patte blanche. La dernière fois, je vous ai publié le président du Sénégal qui a publié à la lettre près sa fortune, ses comptes, etc. Il n'a pas dit non, c'est du domaine de la vie privée, machin. Non, il a dit moi, je suis un démocrate. Et comme le dit la loi, j'accède à des fonctions régaliennes, je dois me conformer. Diomaye Faye a publié ses comptes bancaires, ses machins, jusqu'au crédit qu'il avait. Monsieur Oligui, on vous a vu venir, vous avez dit, oh non, vous n'avez pas besoin de prendre l'argent de chef de l'État ou autre. C'est bien, c'est tout à votre honneur. Mais dites-nous, quel est votre patrimoine? Ne venez pas nous sortir que c'est du domaine de la vie privée, etc. ou que c'est à quoi le truc de la commission d'enrichissement illicite qui est là ou à Toulon, je crois. Parce que cette commission, finalement, n'a jamais rien fait. C'est vous-même qui avez dit que les Ali Bongo, les Noureddin ont détourné, ont fait ceci. Donc ça veut dire que cette commission, finalement, c'est une coquille vide. Publiez-nous, comme ça nous saurons que le général Oligui, pendant la transition, comme Thomas Sankara, à son temps, il est venu pauvre et il est mort pauvre. Montrez-nous que vous, général Oligui, vous avez acquis tout ce qu'on vous dit, qu'on prétend que vous avez. Oh, vous avez acheté des maisons. Je parle au conditionnel au monde général. Il ne faut pas me porter plainte. Mais vous savez, vous-même, vous avez reproché ça, je crois, à Stéphane Zing et à Parfait, non? Le jour de la remise du draft, comme le dit Yannick Ndomba, du draft. Draft en anglais, ça veut dire brouillon. Du brouillon du dialogue national. Vous l'avez dit ce jour, que oh, vous racontez que j'ai des maisons, j'ai ceci, cela. Donc, mon général, pour faire taire le Congoussa et pour montrer que vous êtes un homme intègre, dites-nous, si avant d'être là où vous êtes, vous avez des maisons aux États-Unis, à Lyon, en France, machin, c'est le fruit du salaire. Parce qu'il se peut, hein, vous savez, il se peut qu'à travers des montages financiers, si vous aviez par exemple, je ne sais pas, 5 millions de salaires, oui, il se peut qu'à travers des montages financiers ou des crédits, que vous aurez pu bénéficier de crédits d'une banque pour acheter des maisons, construire des cités, que vous remboursez sur 30 ans. C'est possible. Voilà pourquoi, comme je vous l'ai dit, et malheureusement, nous n'avons plus d'hommes de la société civile pour rappeler ce genre de choses. Montrer main blanche. Comme nous disait un grand camarade, main blanche je suis, main blanche je serai. Hein? La main blanche attachée qui était comme ça. Comme disent mes parents de Zébi, le cac. Le cac. Donc, à un moment donné, arrêtez de continuer d'infantiliser. Arrêtez de continuer d'infantiliser la population gabonaise. Dire que les choses ont changé. Moi, je vois tous les jours les Gabonais nous dire on ne mange pas notre faim. Je vois tous les jours les syndicats qui sortent de plus en plus. Que oh, là maintenant c'est trop, oh ceci, cela. Je vois tous les jours les Gabonais qui sortent, qui crient. Oh, monsieur Oligui, papa Oligui, maman Zita. En fait. Et là, à ce moment, vos partisans viennent dire, oh, vous ne pouvez pas dire ça, ça ne fait qu'un an. Mais c'est ces mêmes partisans qui disent qu'en un an, vous avez fait plus de 14 ans. Mais moi, je veux voir, qu'est-ce que vous avez fait de concret
en un an que l'autre n'a pas pu faire en 14 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Les hôpitaux, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous allez aux urgences à l'hôpital général. Si vous n'avez pas d'argent, on ne vous traite pas. Moi, je suis allé aux urgences. On n'a même pas cherché à savoir, tout de suite, on m'a diagnostiqué, hospitalisation, Ça là, ça me serait arrivé au Gabon. Eh Seigneur, je serais mort dans les jours qui suivent. Je suis arrivé dans un état où séance tenante. Clinique de hôpital public de quartier. Écoutez bien ce que je vous dis. Un hôpital public de quartier. Donc ce n'est même pas le summum. Quand vous arrivez, vous vous dites, ça là c'est El Rafa x10. El Rafa x10. Au même moment, on m'a fait, écoutez ce que je vous dis. Parce que quand on vous parle souvent, après des gens vont vous dire comparaison n'est pas raison. Mais je vais vous dire pourquoi je compare. Au même moment, j'ai fait mes radios, séance tenante. Au même moment, j'ai fait un scanner, j'ai fait un IRM, séance tenante. J'ai fait un examen du cœur, un examen des artères. On m'a fait un check-up complet en une demi-journée. Un check-up complet en une demi-journée. Les scanners que j'ai vus là ne coûtent pas 1 milliard. Les radiographies que j'ai vues ne coûtent pas 1 milliard. Oui, on me rappelle là, j'ai pris le petit déjeuner qu'il faut rentrer. Je parle trop. Hein, vous comprenez? Pourquoi je prends cet exemple? Et j'ai été hospitalisé en toute... J'ai été hospitalisé tout de suite. Ce n'est que plus tard qu'on a cherché à savoir, votre assurance ou quoi. Ce n'est que plus tard. Si je vous le... Et même quand je sors, c'est avec des appareils. Oh non, bon écoutez, avec votre assurance, allez-y, vous pourrez acheter ça, on vous remboursera plus tard, etc. De telle sorte que toi-même, on t'explique la maladie. Tu deviens ton docteur. Tu as un nécessaire d'urgence, de machin, de ceci, cela. Je vous dis que j'avais les larmes aux yeux. C'est là où moi, mon émotion prend le devant. J'avais les larmes aux yeux. Parce que quand je pense que j'ai vu des gens, des Gabonais mourir au Gabon, parce qu'on leur demande, par exemple, de faire une dialyse, on leur demande de faire un scanner. Quand ils vont à l'hôpital, général, les scanners est en panne, il faut aller à Chambry. Quand vous voulez aller à Chambry, on vous donne un rendez-vous dans 2 mois. Mais dans 2 mois, tu as le temps de mourir. Mais quand vous regardez le total de ces appareils-là, je vous assure, vous ne dépassez pas le milliard de francs CFA. Mais les milliards au Gabon, on les distribue. À tout va. À tout va. On les distribue. À tout va. Quand j'entends qu'aujourd'hui, on nous dit que non, il y a changement parce qu'on a bétonné une route de Tibissos, on a bétonné une route de ceci. Mais demandez aux Gabonais entre vouloir qu'il ait 100, 200 mètres de béton et vouloir dans chaque quartier, dans les dispensaires que nous avions, un scanner, une radio, un machin. Mais le choix aurait été fait tout de suite. Tout de suite, mes frères. Le choix aurait été fait. Je vous ai dit, sans parler forcément de ma vie privée, mais je vous donne un exemple concret. À cause de plusieurs facteurs, en janvier de l'année dernière, j'aurais passé une journée de plus chez moi, je me serais endormi, je ne me serais jamais réveillé. Donc quand j'arrive, séance tenante, on détecte, oh, il y a un diabète qui s'est déclenché, voilà, tac. Et les médecins m'expliquent. Après m'avoir stabilisé, après avoir fait tout ce que je vous ai dit, les médecins prennent le temps de vous expliquer, monsieur Rekoula, voilà la pathologie que vous avez. D'abord, ils vous observent. On vous met d'abord dans une chambre, machin, parce qu'on vous observe, ils font en même temps de la psychologie. Ils se disent, est-ce qu'en apprenant, il ne va pas se suicider? Non. Une fois qu'ils vous observent, on vous met à nouveau dans d'autres conditions. Ces médecins vous expliquent la pathologie en vous disant, écoutez, voilà les causes de cette maladie. Mais il faut savoir que souvent le diabète peut se déclencher chez des personnes à cause du stress, à cause de la... comment s'appelle le terme? Quand vous êtes sur place, quand vous êtes au chômage ou quand vous ne travaillez pas, la sédentarité. Il vous explique qu'il y a des maladies qui se déclenchent à cause du stress, à cause de l'anxiété,
à cause de la sédentarisation. Il vous explique que votre cas, voilà, mais ce n'est pas irréversible. Je vous parle là de mon vécu, je ne parle pas du Congo ça. Ma femme n'aime pas quand je parle de moi, ma famille, et c'est vrai. Mais vous savez, qui mieux que quelqu'un qui a été un témoin vivant? Il vous donne un traitement. J'avais 2 piqûres avant de manger, machin. Je vous dis que tout un tas de médicaments. Ils m'ont dit, monsieur Rekoula, n'ayez pas peur, voilà. Mon père a eu le diabète et il est mort de ça, au bout de 20-30 ans. Parce qu'au Gabon, ah mon Dieu, le système de santé. J'ai vu ce système de santé. Et je vous dis que cette maladie se serait déclenchée au Gabon. Je serais mort aujourd'hui où je vous parle. Non pas parce que, voilà, mais tout simplement à cause du système de santé qui est inexistant. Pourtant, il faut très peu pour que nous ayons un système de santé performant. Ils m'ont expliqué la maladie, ils m'ont dit attention, sachez que ce que vous avez n'est pas réversible, contrairement à ce qu'on dit. Voilà ce qu'il faut faire. Vous savez, depuis 4 ans, depuis tout ce que Noureddine et les autres ont fait, entre le stress permanent, le fait de se dire que je dors aujourd'hui, peut-être je vais me réveiller au B2, ou peut-être que je ne vais plus jamais me réveiller. Je dors aujourd'hui, peut-être qu'on va m'assassiner. Mais vous devez prendre votre courage, montrer que vous n'avez pas peur contre ces personnes. Mais entre-temps, vous êtes terrifiés. Quand d'autres personnes vous voient, ils mettent leur peur en vous. Oh, frère, parle de nous, machin. Tu parles des questions terribles, du pétrole, etc., etc. Et là, tu te fais des ennemis puissants. Non seulement des ennemis dans ton pays, mais des ennemis maintenant à l'international et autres. J'ai vécu avec tout ça. Tu es là, non seulement on te casse ton entreprise, tu perds tes marchés, mais tu dois garder la tête haute. Le peu d'argent que tu as, tu dois te sacrifier. Tu vis dans ce stress permanent, mais tu ne te rends pas compte que ce stress est en train de déclencher des choses en toi.